D'abord, je m'excuse parce que vous entendrez mon français un peu particulier, avec un accent catalan. Et j'ai la tâche de modérer cette séance avec des intervenants très professionnels dans leur domaine, mais aussi très bons amis. Et d'un côté, à ma gauche, nous avons Sylvain Denoncin, directeur d'Eoguidage. Et plus à gauche, géographiquement parlant, Pascal Loessel, directeur de Chrysalite. Et à ma droite, topographique aussi, Jean-Yves Prodel, président de l'association française de Universal Design. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler dans le même ordre qu'on a présenté les intervenants. Et disons que pour faire la séance un peu plus dynamique, si il y a un sujet que vous désirez éclairer un peu, etc., vous levez la main et vous pouvez intervenir. Mais moi, comme modérateur, je vais modérer la quantité d'intervention. Donc, si je vois que la chose s'allonge trop, je vais la couper pour retourner sur la présentation, si ça vous va bien. Donc, avec ça, je donne déjà la parole à M. Sylvain. Alors, on nous a demandé d'intervenir sur le thème de la conception universelle, innovation, nouveaux services, nouveaux marchés. Nous, on souhaite aborder ça sous l'angle de 2015 comme catalyseur d'un process industriel centré sur l'usage. Ça va arriver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a cette échéance en France qui, de notre point de vue, oblige à se structurer d'un point de vue industriel dans le sens noble du terme, mais de se centrer dans une démarche industrielle centrée sur la qualité d'usage. Et les deux ne sont pas incompatibles aujourd'hui. Dites-moi si vous m'entendez pas très bien. Je vais essayer de rester proche du micro. Alors, ça va arriver. En deux mots, Eoguidage. Ça fait 20 ans qu'on travaille dans le domaine de l'accessibilité. On a inventé les feux sonores piétons radiocommandés qui équipent aujourd'hui peut-être 800 villes avec à peu près 100 000 modules sonores installés en France, dont 12 000 à Paris. Le principe étant que les personnes déficientes visuelles ont une télécommande qui leur est donnée gratuitement, qui permet d'activer les feux piétons. Et sur cette base-là, on équipe maintenant les bâtiments intérieurs, extérieurs, pour qu'il y ait une continuité dans la chaîne du déplacement pour les personnes déficientes visuelles. Donc on est aujourd'hui 25 personnes basées à Lyon, spécialisées uniquement sur ce champ accessibilité de la chaîne du déplacement pour les déficients sensoriels, avec de l'intervention en voirie, donc les feux piétons. Et puis l'autre moitié de notre activité, c'est d'être aujourd'hui un opérateur de la mise en accessibilité du cadre bâti sur le volet équipement, justement, puisque les marchés commencent à se déployer. Mais on va y revenir. Donc nous, on a cette spécificité, c'est d'intervenir tout au long de la chaîne du déplacement, puisque dans les communes, les services sont un peu tronçonnés, et on va nous apporter une forme de garantie de continuité pour les usagers, en intervenant aussi bien en voirie, dans les abords des bâtiments que dans les bâtiments, parce que les usagers ont besoin de code et de retrouver tout ça tout au long de la chaîne du déplacement. Donc comme je le disais, il y a un système de télécommande qui est très important, parce qu'aujourd'hui, concrètement, une personne déficiente visuelle peut aller auprès de sa mairie, récupérer une petite télécommande qui est sur une fréquence normalisée. L'équipement des feux piétons est obligatoire. Donc voilà, il y a un service qui est universel et gratuit qui est à disposition des personnes déficientes visuelles. Et donc sur cette base-là, on conçoit des produits et des services qui vont apporter de la mobilité pour tous. Donc ça part des feux piétons, j'en ai parlé, des traversées de tramway également. Ça implique aussi de l'équipement de balises audio pour localiser les entrées de bâtiments, puisqu'une des principales revendications des personnes déficientes visuelles, c'est de pouvoir localiser de manière simple une entrée de bâtiment et connaître sa fonction. Donc il n'y a pas 50 000 manières de le faire. On peut mettre des bandes de guidage qui amènent à une plaque sur la façade du bâtiment.
mais ça va pas être très très pratique. Mais comme aujourd'hui il y a cette télécommande là, on place une petite boîte au-dessus des portes d'entrée et ça permet, quand les personnes passent à proximité avec la télécommande, de déclencher un message qui va dire bibliothèque, boutique Orange, etc. On n'est pas dans l'expérimentation aujourd'hui, on est bien dans le déploiement de masse. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a peut-être 500 boutiques Orange qui sont équipées, qu'il y a des villes comme Nanterre où quasiment tous les bâtiments publics sont équipés. Rien que nous, on doit être à peu près à 4000 balises audio installées en France un peu partout. Donc on est dans quelque chose de systématique, dans des codes que les personnes qui utilisent ces systèmes vont retrouver de manière assez massive. Donc les feux piétons, on a un dispositif pour les zones de rencontre, les places des bâtiments pour faire de la signalétique. C'est le produit qui est en bas à gauche, mais je vais y revenir, un potelet d'extérieur. Et là, on a essayé de travailler sous l'angle justement design for all, design universel, mais on ouvrira le débat après. La petite boîte que vous voyez sur la photo en haut à droite, je m'excuse pour les personnes qui ne voient pas, c'est les fameuses balises audio qu'on place à l'entrée des bâtiments. Et en bas à gauche, on va y venir, on développe des plans pour tous. Voilà. On est parti il y a 7 ans en se disant comment fabriquer des plans pour les bâtiments qui soient accessibles à tout le monde. Et puis aujourd'hui, on arrive à des choses qui remplissent ces fonctions-là et qui plus est, ont un aspect design esthétique intéressant. Alors pour parler de ces produits-là, voilà des exemples de plans dits multisensoriels qu'on installe assez régulièrement. Là, on est sur la ville de Paris, donc les mairies d'arrondissement sont en train de s'équiper de ces dispositifs-là. Alors pour aller vite, ce sont des plans qui sont localisables avec la petite télécommande. Je rentre dans le bâtiment, je vais entendre plan multisensoriel, bouton d'information en bas à gauche du pupitre. Donc je sais le localiser. S'il y a des bandes de guidage qui y mènent, c'est mieux. Et ensuite, dessus, je vais avoir des boutons de réglage de contraste, de taille de caractère, de volume sonore. Je peux brancher un casque, avec une prise casque. Et ensuite, je vais pouvoir choisir mon point d'intérêt. Donc ça intéresse tout le monde. Je rentre dans le bâtiment, j'ai rendez-vous au service social. Je vais me rendre sur le pupitre, je vais appuyer sur service social. J'ai mon itinéraire qui va s'afficher. Donc pour tous. En même temps, j'ai de l'audio qui va se déclencher. Donc l'itinéraire va m'être décrit. Cet itinéraire audio va être aussi diffusé sous forme de boucle, donc à induction. Donc, si je suis appareillé, j'entendrai le discours directement dans mon oreillette. Les hauteurs sont bien évidemment faites pour que les fauteuils puissent passer en dessous. Voilà, donc on est aujourd'hui dans des produits qui sont plus dans le médical. Là, on est dans du produit, alors c'est toujours un peu sur mesure. Là, c'est un exemple à l'hôtel de région à Lyon. On a eu un cahier des charges spécifique. On a travaillé avec le CRIDEV sur ce bâtiment-là. Et voilà, donc on intervient aujourd'hui sur toute typologie de bâtiment. Ça va des plans les plus simples aux choses comme celle-ci, les plus compliquées en termes de cahier des charges, puisqu'il y a une 50aine de salles de réunion. Il faut que les personnes déficientes sensorielles puissent être autonomes des abords du bâtiment jusqu'à l'atteinte de la salle de réunion où ils doivent se rendre. Autre exemple de conception universelle, il y a une problématique aujourd'hui en France pour les espaces voiries, zones de rencontre ou les grandes places. Il y a des problématiques d'information. Les voyants voient les panneaux d'orientation, mais si je suis malvoyant, j'ai pas beaucoup d'informations. Qui plus est, avec les zones de rencontre, il n'y a plus de trottoirs, donc il n'y a plus de repères tactiles ou podotactiles. Ce qui fait que les personnes déficientes visuelles ont une vraie problématique d'orientation. Les piétons sont censés être prioritaires, mais je ne sais plus si je suis sur la route, si je ne suis pas sur la route. Donc, il y a une vraie problématique aujourd'hui autour de ça. Donc, on a amené une réponse qui n'est pas unique, qui n'est pas, idéale, en tout cas unique. C'est un petit potelet. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on est parti du cahier des charges, comment donner de l'information pour tous. Donc, ce potelet, il y en a un exemple sur notre stand à l'entrée. Il y a un petit plan en relief sur la tête. On dissocie les informations relief des informations visuelles. Je peux localiser cette borne avec ma télécommande, bien évidemment. Quand je vais dessus, j'ai un bouton qui va me décrire ce qui s'y trouve. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que les premiers qu'on a pu installer ont été demandés par des services touristiques de la ville de Metz, en l'occurrence, avec l'équipe handicap.
Et du coup, on diffuse de l'information touristique en français, en anglais, en allemand. Et donc, on est bien là quelque part dans le design pour tous et pas dans le handicap en tant que tel. Maintenant, en termes de conception, on est parti aussi du principe que faut qu'il y ait un coût qui soit accessible pour les collectivités. Or, quand il faut amener du jus au milieu d'une place, ça coûte cher. Donc on a travaillé en conception sur des panneaux solaires qui vont pouvoir rendre la borne autonome et donc que l'information diffusée soit auto-alimentée et qu'on n'ait pas besoin de faire des tranchées et qu'il y ait juste à venir fixer le potelet par le sol. Donc voilà un exemple à l'hôtel de région, une fois de plus Rhône-Alpes, des bornes qui permettent d'avoir de l'information sur l'abord de ce bâtiment qui est très très vaste. Donc pour trouver l'entrée, quand on arrive par le tramway ou qui n'est pas du côté de l'entrée du bâtiment, on tombe sur le potelet qui va nous dire pour atteindre l'entrée, suivez le bâtiment sur votre gauche. Et ce qui est intéressant avec les potelets comme ça, c'est qu'on connaît la position des personnes qui vont être devant. Donc on sait utiliser des repères type à votre gauche, à votre droite. Quand on utilise des balises audio, par exemple dans un bâtiment, on ne peut pas connaître la position de la personne. Donc on n'est plus en capacité de dire à gauche, à droite. Voilà. Nous, on a des personnes qui sont aussi spécialisées chez nous, aux déficientes visuelles, qui vont travailler sur tous les messages. Alors, on m'a demandé aussi de parler un peu d'international, puisqu'il se trouve qu'on travaille aujourd'hui avec des pays européens, mais même au-delà, au Moyen-Orient, en Russie par exemple. Donc, quid de notre approche accessibilité sur des pays dont les cultures sont quand même éloignées. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'universel. En termes de besoins, du repérage spatial pour une personne déficiente visuelle, que ce soit podotactile ou audio, j'ai besoin de repères spatiaux. Il y a des choses universelles, là, plutôt de l'ordre des normes. Donc il y a deux normes qui sont intéressantes. La 21542 pour le cadre bâti qui va donner les grands principes de l'accessibilité du cadre bâti. Et il y a une norme pour le guidage au sol, 23599, pareil, qui est sortie l'année dernière. Sachant que la France, comme elle travaille sur un projet de norme en ce moment qui devrait déboucher autour de l'été, on ne suivra pas ces recommandations-là. La norme française prendra le dessus. Mais en tout cas, nous qui travaillons sur d'autres pays, il y a pas mal de pays qui intègrent cette norme internationale. Et enfin, le braille. Le braille, là, on est sur un code international. Et puis, à contrario, il faut travailler à l'adaptation. Alors, sur le volet culturel, un exemple au Moyen-Orient, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien guide. C'est mal vu, les chiens, en fait, pour aller vite. Donc, les personnes se déplacent en groupe, avec une canne. Il y a très peu de feux piétons, puisqu'on ne marche pas beaucoup dehors. En Arabie Saoudite, il fait un peu trop chaud, donc en réalité, on n'a pas la même approche de la chaîne du déplacement. Beaucoup de gens utilisent des taxis et n'utilisent pas des transports en commun. Donc là, on est obligé d'adapter, finalement, la chaîne du déplacement. On la repense et on intervient un peu différemment. Et puis, il y a des adaptations techniques autour des fréquences. Je vous disais, il y a une télécommande universelle en France, c'est du 868 MHz. Il y a beaucoup de pays qui utilisent du 433 MHz, qui est une autre fréquence universelle. Donc il y a des mesures d'adaptation technique pour amener quelque chose d'universel. Je parlais des températures. Effectivement, on place de l'électronique en extérieur en France. Là, on travaille sur l'Arabie Saoudite. Il faut que les équipements tiennent à 60 degrés. Et puis, à contrario, on travaille en Russie. Et là, il faut que ça tienne à moins 30. Donc on a des vraies problématiques techniques liées à ça, puisque les portées de réception des équipements radio ou Bluetooth sont directement liées à la température. Il y a une corrélation directe. Alors comment on travaille, nous, chez EOGuidage ? On a en interne des personnes qui sont des experts du volet accessibilité, alors sur le volet réglementation, bien évidemment, mais en termes d'usage. On a deux personnes qui sont elles-mêmes déficientes visuelles, qui travaillent depuis longtemps sur ces questions-là, et qui participent à tous les projets de développement. Ensuite, on a des ingénieurs en hardware, en électronique, des ingénieurs en soft. Aujourd'hui, évidemment, on travaille beaucoup sur des applications, téléphones, smartphones, Android et autres, parce que ces téléphones, aujourd'hui, deviennent très accessibles aux personnes déficientes visuelles. Donc, bien évidemment, c'est un champ d'innovation très important. C'est la boîte de Pandore. Maintenant, quand on nous dit « Ah bah c'est bien, demain, il n'y aura plus besoin de canne blanche », c'est pas les mêmes services que ça rend. C'est bien complémentaire. Ensuite, on a des archis aussi qui vont travailler et réfléchir avec nous sur des nouveaux produits. Comment on va intégrer ça dans le cadre bâti. Donc on a aujourd'hui une équipe de 4 archis chez nous qui font du suivi de projet bien évidemment aussi. Ensuite, on a, et c'est important pour nous, d'intégrer les gens de la technique qui vont faire le montage, qui vont faire l'installation
l'installation, puisqu'on a une équipe de pose interne. Et c'est fondamental que ces gens-là participent à la conception des produits, parce que souvent on va concevoir des choses chez nous, c'est très bien, ça marche bien dans un labo, mais quand on arrive sur site, qu'il faut poser du guidage au sol et qu'il y a du carrelage avec des différences de niveau très importantes, quand on a des problèmes d'alimentation électrique, quand il faut fixer ça sur un mur, un plan qui pèse 70 kg sur un mur en placo, il faut bien anticiper tout ça. Donc c'est très important pour nous. Et puis finalement, on va bien évidemment travailler avec les gens qui sont plutôt au marketing pour voir comment on va avoir des prix atteignables pour ces équipements-là. Et c'est un enjeu aujourd'hui très important pour nous, que les solutions qu'on propose, que ce soit les balises, le guidage, etc. Et donc voilà, ça doit repasser par le marketing, puisque l'enjeu, c'est que tous ces équipements-là, si c'est des super produits mais que ça coûte 100 000 € pièce, ça ne sert absolument à rien. Donc l'enjeu derrière, c'est de faire en sorte que ces solutions soient facilement déployables. Mais je voulais te demander, c'est pas illogique que si une personne aveugle est aveugle dans l'Arabie et aveugle dans la France ou dans la Russe, c'est pas illogique que les systèmes et les standards de guidage soient si différents. Quand en fait une personne aveugle française peut aller aussi dans l'Arabie et peut aller à la Russie et trouver des éléments complètement différents. C'est pas un peu fou, ça? Il y a on va dire la primeur du pays, quoi. En France, on travaille beaucoup sous de l'angle de normes locales. Bon, effectivement, je parlais du 868 MHz, on est quasiment le seul pays à l'utiliser. Ouais. Le guidage au sol, on est en train de faire une norme française, mais parce qu'on a fait sortir aussi la norme bande d'éveil, qui diffère un peu de celle internationale. Bon, après, ce sont des choix. Ce qui est important, c'est que si on parle de guidage au sol, il y a deux grands principes. Il ne faut pas multiplier les types de langage au sol, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas, ou alors il faut marcher sur les mains, ce qui n'est pas très pratique. Donc en gros, il y a de l'éveil, donc prévention du risque, ou en tout cas point d'attention, et puis il y a du guidage, donc une bande, et je la suis. Ouais. Voilà, donc ça, ce qui est fondamental, c'est que ces deux principes techniques-là se retrouvent partout. Ouais. Maintenant, oui, il serait parfaitement plus logique qu'il y ait quelque chose de relativement mondial et qu'on ait toujours les mêmes repères. Donc c'est notamment pour ça que nous, on travaille pour les applications smartphone. Les petites balises qu'on place aujourd'hui, les balises reconnaissent la langue du téléphone qui s'approche et délivrent un message dans la langue. Donc demain, il y a un Anglais qui vient à Paris et qui cherche la boutique Orange, la petite balise va lui parler en anglais. Ouais. Voilà, donc c'est important. Et il y a tout un champ lié au tourisme et à l'accessibilité qu'il ne faut vraiment pas négliger. Parce qu'en période budgétaire compliquée, il faut chercher des leviers de déploiement, des leviers financiers. Il n'y a pas de mot tabou. Voilà, en tout cas, oui, sur la question de l'international, bossons pour des standards. La France travaille à la normalisation. On était passé. Voilà, c'est bon. Voilà. Mais j'appelle les industriels, les gens du conseil, les collectivités à aussi intégrer, à pousser la normalisation française au niveau européen, puisque aujourd'hui, quand des normes passent en Europe, elles priment sur les normes françaises, et il y a un gros boulot de lobbying qui est fait par différents pays. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre boulot, et d'essayer de faire en sorte que ce qu'on fait aujourd'hui depuis 20 ans, nous, mais depuis plus pour certains, depuis la loi de 75, ou aujourd'hui des normes qu'on est en train de travailler, faut se mobiliser, et puis il faut faire en sorte que ce qu'on a développé tous, qui semble bien fonctionner aujourd'hui, ça se multiplie. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que la technologie numérique va remplacer dans le futur les repères tactiles? Alors, vaste question. Souvent, on nous dit, mais vos petites balises, c'est bien, mais ça fait du bruit. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas faire un truc discret dans l'oreille Donc, c'est un peu cette question-là. Le tout numérique, l'immatériel. Bon. Moi, aujourd'hui, technologiquement, on suit très très bien ce qui se passe dans le monde. Il y a des GPS piétons, il y a plein de choses. Mais quand on vous dit, vous êtes arrivé à la bibliothèque, si je suis aveugle, je ne sais pas où elle est la porte d'entrée. Si j'ai une petite télécommande qui me dit, pareil, entrée de la bibliothèque, je ne sais pas où est la porte d'entrée.
Et tant qu'on n'aura pas des GPS, systèmes GPS qui seront précis au centimètre près, on aura besoin de repères spatiaux. Donc la petite boîte, j'ai besoin qu'à un moment donné, elle me fasse un signal sonore pour que je sache que la porte, elle est là et elle n'est pas ailleurs. Ouais. Le guidage podotactile, c'est comme la canne blanche, enfin, c'est complémentaire en l'occurrence, mais c'est une vraie aide simple, basique, efficace, sachant que le guidage au sol, les bandes de guidage, ne sont qu'une alternative à un traitement en dur qui n'est pas existant. Autrement dit, sur du neuf, il n'y a aucune raison de poser des bandes de guidage dans un bâtiment. Il faut le traiter de manière différenciée. En voirie, le but du jeu, c'est pas de mettre des kilomètres de bandes de guidage sur les trottoirs. Ça peut se traiter dans le gros œuvre. Et c'est fondamental. Par contre, sur de l'existence, sur du patrimoine ancien, ça coûte pas très cher et puis c'est simple et c'est efficace. Ouais. Mais une fois de plus, on nous dit souvent on va attendre qu'il y ait du GPS pour faire du guidage indoor, super. Sauf que un des enjeux de demain, c'est aussi les personnes, les seniors. Je pense que c'est pas en 2020 que des seniors utiliseront une application iPhone pour se déplacer, faire du GPS indoor, quoi. Donc on tient, nous, et quand je parle de balises avec smartphone, c'est fondamental pour nous que ça continue de fonctionner avec une petite télécommande qui est donnée gratuitement. J'appuie sur le bouton, ça parle. Voilà, c'est tout. Et là, c'est à la portée de tous. Et là, on est dans l'universel. Ouais. Et c'est fondamental. D'accord. Alors, tout dernier point, en parlant de service, ce qu'on nous demande de plus en plus aujourd'hui, il y a des diagnostics qui sont faits, qui ont été faits. On est plutôt en fin de période de diag. Il y a de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre qui se déploie pour, une fois qu'on a fait le diag, il faut programmer, faut prévoir les travaux, il faut passer des marchés. Donc nous, on n'intervient pas sur ce champ-là du tout. Par contre, sur certains marchés, on va nous demander, nous, d'aller faire du chiffrage, d'aller faire une prévisite, d'aller faire un quantitatif. Il y a des marchés qui sortent, on donne des produits, mais après, il faut bien aller faire les mesures sur place. Donc c'est ce qu'on fait par exemple pour les tribunaux administratifs en France. Donc on va faire une prévisite, on a défini une grille de produits avec le Conseil d'État qui gère ces tribunaux-là. Et donc on a fait une charte avec Chrysalide notamment en définissant les produits qui vont bien en face. Et puis après on va aller sur place à chaque fois. On va mesurer, on va regarder la couleur du sol pour s'assurer que les produits qu'on va installer sont bien contrastés. On va vérifier que la plaque de porte qui était prévue d'être là, on a bien la place de la mettre sur l'encadrement. Voilà. Et ensuite on va gérer tous les travaux. Ce qu'on se rend compte, et c'est le dernier point, installation, mise en service, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup de bêtises de fait parce que les marchés sortent sur des entreprises générales. Vous allez à une bibliothèque à la Doua, à Lyon, pour ne pas la citer, il y a du carrelage qui a été prévu, donc en conception, on s'est dit tiens, on va mettre du carrelage de guidage. Sauf que vous y allez, le carrelage, il est mis perpendiculairement. Il n'est pas dans le sens longitudinal. Donc c'est le risque de retrouver des produits qui sont mal installés. Donc nous, on promeut évidemment aujourd'hui que des gens qui connaissent ces problématiques-là se chargent de l'installation, de la mise en service et, ce qui est important, de la maintenance des équipements. Certains peuvent considérer que je vais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. On installe des choses et derrière ça meurt. Oui, mais les gens continuent de l'utiliser. Donc la question de faire vivre tout ça est fondamentale aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à venir voir sur notre stand tout ce dont je viens de parler. Et dommage Pascal, ça vient de disparaître. Je te passe la parole. Bon, donc je vais démarrer aussi donc sans support numérique. Alors je m'excuse aussi parce que je pense que c'est une épidémie, mais je suis moi-même aussi un peu malade. C'est un métier dangereux. Ouais. C'est un métier dangereux. Alors, pour cette conférence, effectivement, sur conception de nouveaux services, nouveaux produits liés à la conception universelle, c'est vrai que notre société, donc Chrysalide, s'inscrit aujourd'hui comme un bureau d'études, conseil en accessibilité, sur lequel aujourd'hui on s'est emparé de l'accessibilité à travers le cadre réglementaire, dans un premier temps, au sujet donc, des diagnostics d'accessibilité. Tout ce qui concerne aussi les plans
donc les PAV, les plans d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Et donc nous avons construit aujourd'hui une équipe d'à peu près 15 collaborateurs, plus multi-professionnels, puisqu'on intègre des ergothérapeutes, des experts en accessibilité, des ingénieurs, des architectes. Mais nous avons démarré, donc, comme je vous le disais, essentiellement sur ce volet très normatif et réglementaire. La problématique aujourd'hui de la conception universelle, c'est qu'on s'aperçoit que, et c'est un vrai apport, c'est que du coup, il faut voir les choses, je dirais, de manière avec un peu plus de recul, et en se disant que l'apport de la conception universelle est dans la transversalité, je dirais, du service rendu à la personne et aux usagers, plus que dans l'application d'une multitude de normes ou de savoir-faire ou de technologies qui, compilées finalement les unes avec les autres, n'ont pas cette notion de cohérence. Donc c'est vraiment là-dessus que nous, aujourd'hui, on réfléchit en interne sur comment on peut intégrer, nous, en tant qu'entreprise, conseil, qui accompagnons donc les collectivités, les grands comptes, des bailleurs sociaux, comment, du coup, nous-mêmes, on peut transformer notre savoir-faire pour pouvoir mieux accompagner nos clients et surtout, au final, les usagers. Comme je vous le disais, la plus grande, je pense que le plus grand apport du design for all et de la conception universelle est dans l'approche transversale et cohérence. Yes. Ah, super. Et dans l'approche donc globale et transversale. Alors c'est vrai que c'est peut-être une déformation professionnelle. Moi-même étant designer de formation, j'ai fait donc l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art. Du coup, on s'est naturellement tourné en termes de réflexion vers ce que le design, je dirais global, peut apporter aujourd'hui dans notre métier et à la conception universelle. Alors, petite définition, juste pour remettre les choses dans le contexte. Le design global, c'est une démarche créative, et ça j'insiste vraiment aussi sur cette notion-là, c'est qu'il faut qu'on puisse innover et qu'on puisse être créatif pour trouver justement une cohérence et donc une conception transversale et cohérente dans des méthodes de communication, entre autres, pour atteindre donc une meilleure représentation et efficacité de la marque ou d'un produit. Alors, ce que le design global s'applique essentiellement, vous le connaissez, dans le domaine on va dire, de l'aménagement de boutiques, dans le domaine de la grande consommation, dans le domaine du packaging, aujourd'hui dans le domaine de l'identité. Et tout ça, c'est au service, bien entendu, on ne va pas se le cacher, au service effectivement d'une meilleure consommation des produits. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la finalité de vendre plus de produits, mais c'est plutôt la finalité de la méthode qui montre que cette cohérence, elle a un réel impact et une efficacité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette notion-là qu'il faut qu'on arrive à défendre aussi dans l'accessibilité, à savoir comment on peut appliquer une méthode, une méthodologie, être cohérent dans notre approche globale, de manière à être plus efficace à la fois pour l'usager et aussi à la fois pour les problématiques techniques que l'on rencontre au quotidien. Alors vous allez me dire, vous n'allez pas voir beaucoup de rapports entre ce que je vous présente aujourd'hui et l'accessibilité, mais je ferai le lien dans la slide suivante. C'est l'application en fait de cette méthode de design global qu'aujourd'hui on essaye d'appliquer au sein de Chrysalide. Alors vous connaissez tous Activia, hein, c'est un yaourt qui fait du bien pour le ventre, pour les gens et qui aide à digérer, etc. etc. Donc aujourd'hui, marque mondialement connue, déploiement international, cette marque elle s'est dotée d'un nouveau logo qui en plus explique le process actif. Donc vous avez une petite flèche voilà, qui vous dit, bon, du coup, ça vous aide à digérer. Pour mettre en place tous ces éléments-là, bien entendu, et montrer qu'il y a une nouvelle recette, un nouveau procédé actif, il y a un changement de packaging qui a été mis en place et qui est sorti aujourd'hui. Alors, il est d'abord sorti en Espagne, d'ailleurs, avant d'arriver chez nous. Et voilà. Ensuite, bien sûr, on va décliner des nouvelles recettes pour s'adapter, je dirais, et proposer de nouvelles façons de consommer ce produit.
Et dernièrement, on va essayer d'investiguer plein de champs d'application différents, que sont donc de la publicité dans les supermarchés ou dans des nouveaux services. On va mettre en place des programmes bien-être, etc., etc. Alors, voici le lien avec l'accessibilité. Je voulais juste revenir, donc c'est bien cette notion de design global, donc cette stratégie en fait qui a été mise en place, qui permet donc de déployer de manière cohérente sur tous les supports cette stratégie. Alors, si on fait le pendant avec l'accessibilité, et je vous parle bien de méthode, hein, encore une fois, l'idée c'est pas de vendre encore plus aux consommateurs, mais l'idée c'est que si on doit rattacher tout ça, la nouvelle marque, le nouveau positionnement, bien sûr, chez nous, c'est la loi du 11 février 2005, qui est une loi ambitieuse et qui promeut donc cette idée aussi de chaîne de déplacement pour tout type de handicap. Et le concept du design for all va même plus loin puisqu'on essaye d'élargir et de concevoir pour tous. Le nouveau packaging, nous, dans nos services, je dirais, c'est effectivement l'évolution aujourd'hui du cadre réglementaire vers du conseil en AMO. On est passé aujourd'hui d'une phase de diagnostic, d'état des lieux, à une phase, je dirais, de conseil où on accompagne les travaux, on met en place et on essaye de déployer les choses de manière cohérente, mais d'un point de vue toujours technique. Les nouvelles recettes, finalement, c'est quoi? On peut les appliquer finalement à des nouveaux besoins qui s'élargissent. Aujourd'hui, on voit bien que la problématique de l'accessibilité ne peut plus se faire si on ne réfléchit pas non plus aux questions, par exemple, de formation des personnels d'accueil dans les bâtiments. On ne peut pas traiter la problématique de l'accessibilité uniquement sur le cadre bâti, voirie ou bâtiment, sans parler non plus de signalétique et de problématiques d'orientation, j'irais même de problématiques en fait, de chaîne d'information et de déplacement. Enfin, cette fameuse chaîne d'information aussi, effectivement, il faut aussi pouvoir avoir et maîtriser une communication, je dirais, cohérente sur un site. On dit souvent que l'accessibilité aussi, le fait de savoir qu'on va avoir des difficultés lors de son déplacement, le fait de savoir qu'on va devoir préparer son voyage ou que tel ou tel service ne sera pas forcément accessible, eh ben, va aussi nous aider et aider les personnes à mieux appréhender tout ça. Et enfin, je dirais, les nouveaux champs d'application et de services se positionnent aussi sur l'innovation produit. Donc, on en a vu quelques-uns avec Sylvain précédemment, mais aussi sur l'élargissement aujourd'hui des outils, des services à la personne. On a vu aujourd'hui qu'il y a des calculateurs d'itinéraires, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent et qui vont être au service un petit peu de tout ça. Alors, très rapidement, nous, la conséquence que ça a eu, c'est qu'aujourd'hui, on milite et on essaye, en tout cas, d'accompagner nos clients. Et on verra le cas d'une mission que nous avons réalisée pour Roland Garros, où on essaye effectivement maintenant de réfléchir de manière beaucoup plus globale et pas uniquement réglementaire. Donc, penser des audits organisationnels, comment finalement une collectivité est organisée pour traiter la problématique de l'accessibilité en interne. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements entre les différents services. Vous avez le service des bâtiments, service technique bâtiment par exemple, qui va traiter l'accessibilité d'un ERP, et puis l'interface qui va se passer avec la voirie, eh ben, des fois elle a du mal à se faire ou on a du mal à fédérer tout ça. La communication aussi. Du coup, quelle information lorsqu'il y a des travaux qui sont mis en place sur la voirie ou sur des zones de transport en commun, eh ben, on n'est pas capable, au sein d'une collectivité, de faire transiter l'information pour qu'elle soit déployée et perçue par l'usager final, qui du coup va se retrouver dans une situation handicapante parce que on a une contrainte temporaire sur le site. Donc en fait, voilà, donc il y a toute cette partie, je dirais, de cohérence à mettre en place. Ensuite, notre agence de design qui traite toutes les parties, je dirais, de conception, innovation, donc identité, communication, signalétique multisensorielle, donc vraiment, j'en parlais tout à l'heure, hein, les problématiques d'orientation qui sont extrêmement importantes, les problématiques aussi d'événementiel, et enfin le bureau d'études, hein, qui est aujourd'hui notre activité principale. Je ne vais pas y revenir dessus. Le lien de tout ça, bien entendu, un des vecteurs et des outils, c'est
les problématiques de concertation. Alors je vais revenir sur 2 cas, le cas de Roland Garros, donc pour les internationaux de France de Roland Garros, pour la Fédération française de tennis, et le cas de CGC Clépierre, qui est un promoteur de centres commerciaux. Alors, sur la partie justement cohérence et stratégie, donc nous avons eu la chance de travailler donc pour la Fédération française de tennis qui organise tous les ans donc Roland Garros, événement mondialement connu, et donc ils nous ont demandé de réfléchir aux problématiques d'accessibilité sur leur site. Effectivement, on aurait pu traiter la question uniquement sur les problématiques d'accessibilité au bâtiment. Problématique d'accessibilité au stade. Pour monter dans les gradins, il nous manque certains ascenseurs, les escaliers sont très pentus, sont mal sécurisés, etc. etc. Ça, c'est la première approche. Néanmoins, l'approche que nous avons mis en place, à travers notamment de la concertation, donc on a fait venir à peu près une dizaine d'associations, mais ça a été de mettre en place un audit global, qui a audité finalement qu'une seule chose, c'est l'expérience du visiteur en situation de handicap à Roland-Garros. Qu'est-ce qui va faire que ces personnes-là vont passer une journée finalement ordinaire et comme les autres, en prenant un maximum de plaisir à aller, à pouvoir se déplacer, à pouvoir accéder au stade, à pouvoir préparer leur voyage avant, avoir l'information, bref, vivre l'événement et l'expérience pleinement. Donc, l'audit a été beaucoup plus transversal. On a audité bien sûr le site web, l'accessibilité du site web. On a audité Ah, ça a disparu. Monsieur. Nous avons donc audité toute la procédure d'achat de billets, donc tout ce qui va concerner la billetterie. On a regardé aussi comment était organisé l'accueil des personnes sur le site. Aujourd'hui, tout était concentré sur la porte Suzanne Lenglen, pour ceux qui connaissent, avec un seul point d'entrée. Or, le site est quand même assez vaste et donc il y a plusieurs entrées possibles et les gens n'arrivent pas tous par le même endroit. Nous avons regardé bien sûr les interconnexions avec la voirie, avec les transports. On a regardé aussi tout ce qui avait été fait en termes de formation du personnel. Est-ce que les personnes étaient formées pour l'accueil des différents types de handicap? Est-ce qu'ils connaissaient les procédures d'accompagnement? On a regardé aussi l'organisation même au sein de la Fédération française de tennis. Quelle direction était impliquée? Vous avez beaucoup de directions, mais qui gèrent des problématiques très séparées. Donc le sponsoring, le marketing, le bénévolat, les problématiques techniques. Bien sûr, on a audité les stades, on a audité les cheminements, les problématiques d'orientation, la communication externe vers le site. Il y a des petits flyers qui sont distribués, des petits guides pour pouvoir se déplacer. Bref, on a vraiment eu une approche globale là-dessus. Concrètement, ça aboutit sur quoi? Ça aboutit sur plusieurs outils qui ont permis à la Fédération française de tennis de déployer des solutions au fil de l'eau. Donc le dernier Roland Garros, il y a eu une première chose qui a été mise en place, ce sont des navettes de transport qui prenaient en charge les personnes depuis les transports en commun et les ramenaient vers la porte Suzanne Lenglen. Cette année, il va y avoir de l'audio de description de match sur le central. Il va y avoir des rehausseurs pour des personnes de petite taille et les enfants dans les stades. L'année prochaine aussi, les personnes en situation de handicap moteur pourront avoir leur famille à côté d'eux au pied des cours pour pouvoir échanger pendant le match, etc., etc. Donc en fait, ce schéma directeur, donc, il a abouti sur deux autres outils, à savoir une charte d'engagement de la Fédération française de tennis qui donc s'engage à travers aussi le développement d'une marque pour l'accueil de ces personnes en situation de handicap. Un référentiel technique qui a permis de mettre d'accord tout le monde, toutes les différentes directions qui gèrent l'accueil, les directions techniques, orientation, accueil du public, autour d'une vraie stratégie. Et enfin, donc, ce fameux schéma directeur. Alors, toujours pas de lumière.
Donc deuxième cas, CGC Clépierre. Donc c'est un promoteur de centres commerciaux, pardon, et donc présent un peu partout en Europe. Et donc la volonté, on travaille aujourd'hui sur le site de Bègle à Rive-d'Arcin, donc en Gironde. Et donc cette volonté de mettre en place une stratégie a été de déployer donc sur... Ah, voilà, on va retrouver. Et donc ça a redisparu. Donc c'est un travail d'extension et de rénovation du centre commercial. Donc il y a la création d'un nouveau parking couvert, il y a l'extension du centre commercial et la rénovation du centre existant. Donc là, nous sommes intervenus à deux échelles. Sur l'agence de design, sur la conception d'une signalétique multisensorielle. Il faut savoir que le parking fait un peu plus de 6 hectares, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grand, avec des cheminements un peu dans tous les sens. Il y a 6 portes d'entrée sur ce centre commercial. Donc la problématique d'orientation était vraiment quelque chose de primordial et d'important. Donc là-dessus, nous avons conçu des panneaux de signalétique donc à chaque choix de cheminement, donc avec des plans relief reliés à des balises audio. Nous avons travaillé bien sûr l'identité visuelle en lien avec les agences de design qui étaient présentes sur la rénovation du centre commercial. Donc on a vraiment essayé de s'insérer dans un projet global. Et enfin, donc on a aussi travaillé en termes d'innovation produit avec et au guidage et Sylvain Denoncin, justement sur les fameux plans interactifs que vous avez pu voir, avec une contrainte très forte. Donc je vous parlais d'innovation tout à l'heure, c'est qu'on les a un peu repoussés dans le retranchement, puisque aujourd'hui ils sont capables sur les plans interactifs de générer une trentaine ou une quarantaine de points d'intérêt, sachant que nous on avait 230 boutiques à rendre accessibles en termes de cheminement et autres. Nous sommes aussi intervenus avec le bureau d'études sur tout le suivi en AMO de l'extension du parking, où donc là on est intervenu aussi bien d'ailleurs sur le volet sécurité incendie, tout ce qui était EAS sur la zone de parking à étage, que sur, on va dire cette fois-ci, les bonnes implantations, des choses conçues aujourd'hui sur des bandes d'éveil de vigilance, sur des types de revêtements, sur des problématiques aussi de guidage au sol, etc., etc. Alors en conclusion, ce que nous pensons, c'est que si on veut que la conception universelle puisse vraiment prendre un nouvel élan aujourd'hui et des réelles applications concrètes, je dirais, c'est qu'il faut aussi que nous-mêmes, entreprises de services et de conseil, nous puissions évoluer dans notre manière d'appréhender les choses. Si on continue à rester sur une approche très technicienne, je dirais, de l'accessibilité, certes, nous collerons à des référentiels réglementaires, mais on oubliera finalement les perspectives que sont la qualité d'usage. Alors, comme vous l'avez vu sur Roland-Garros pour un événement sportif, mais aussi la qualité d'accueil dans un centre commercial, sachant que tout le monde est gagnant et bénéficiaire, puisque vous allez faire vos courses de manière sans problème et de manière agréable, et de l'autre côté, le centre commercial, il gagnera aussi un petit peu plus d'argent. Donc tout ça est pour dire qu'on est aussi dans un modèle de cohérence qu'il faut avoir et d'efficience à mettre en place, mais de manière globale. Merci. Je voudrais quand même te demander une chose. C'est les enjeux de tes clients du côté public. Oui, vous pouvez débrancher déjà. Je comprends bien que il vient de la loi, d'un côté, aussi pour les privés, mais aussi du côté responsabilité sociale corporative. Est-ce que vous avez commencé à voir entre votre client des enjeux plus business, plus économiques, de voir qu'il y a une raison entrepreneuriale pour prendre ces mesures qui bénéficient à tout, ou c'est encore un aspect social seulement? Alors,
c'est clair qu'aujourd'hui, entre l'aspect social et l'aspect business, aujourd'hui, c'est pas encore, la frontière n'est pas encore très très claire. On ne va pas se cacher. Aujourd'hui, c'est vrai que énormément d'acteurs, alors je parle essentiellement dans le privé, hein, énormément d'acteurs dans le privé commencent à bouger et bougent très fortement. Et je dirais même des fois peut-être même plus rapidement que dans le secteur public, hein, parce que forcément ils ont peut-être aussi un peu plus de moyens, financiers pour le faire. Mais ces acteurs le font encore malheureusement sous la forme de la contrainte. Voilà. En revanche, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que pour Clépierre, c'est que finalement l'accessibilité, eux, le font et ont investi sur le site un peu plus de 450 000 € uniquement sur des investissements liés à des problématiques d'accessibilité. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient un besoin de retour en termes de communication très fort pour être et se positionner comme étant le premier centre entièrement accessible aux personnes en situation de handicap sur toute la Gironde. Donc ça a été une demande très très forte qui avait été émise par la direction générale et aussi une manière de se différencier vis-à-vis de leurs concurrents aujourd'hui. Sachant que, et ça c'est aussi quelque chose qui rentre, il ne faut pas non plus être complètement naïf, mais il faut savoir aussi que cet engagement, pour eux, c'est aussi un moyen d'obtenir de meilleures autorisations administratives ou d'extension sur leurs autres centres commerciaux, parce qu'il y a des relations avec les collectivités, avec des communautés d'agglos, etc., etc. Ce que moi je retiens de tout ça, c'est qu'on a investi beaucoup d'argent, du temps. On est arrivé à un résultat qui, je l'espère, on le verra en mars, en tout cas sera réellement efficient. Mais on voit bien que tout d'un coup, il faut que, pour que ça prenne et que les gens puissent porter la conception universelle, il faut qu'il y ait quand même cette notion de gagnant-gagnant à un moment donné. Voilà. Donc, je donne maintenant la parole à Jean-Yves Prodel, qui nous va parler de la Bien sûr, j'espère que ça va marcher parce que tout vient dessus. Donc, je suis conseiller technique, designer et consultant pour les entreprises. Mon travail, c'est d'aider les entreprises. Comme vous allez voir, ce que je vais vous montrer, ce sont toutes les entreprises qui, en Allemagne, ont reçu le Universal Design Award, ainsi que moi en 2009, pour différents produits. Pour vous rappeler une chose, c'est que l'UD existe depuis quelques années. Il ne faut pas oublier que l'UD est à 80% présent dans toutes les entreprises japonaises, c'est-à-dire qu'ils ont créé un service UD, c'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec recherche et marketing, recherche et développement, marketing et communication. Donc tous les produits que vous achetez qui viennent des entreprises japonaises sont UD. Vous avez par exemple, en attendant les images, si elles veulent bien venir, j'aimerais bien, parce que vous allez vous apercevoir que l'UD, il est présent partout. Vous avez des sociétés comme Nissan, Toyota, etc., qui sont UD, qui travaillent UD. Et en Allemagne, il y a donc un concours qui est organisé par les entreprises. Et ça, c'est mon travail, c'est d'aider les entreprises, de les conseiller sur comment on fait un produit selon les principes de conception universelle. C'est-à-dire, c'est de les aider à réfléchir sur les principes. Alors bien sûr, vous avez 7 principes selon ce que Ron Mays a créé, mais ce n'est pas une recette de cuisine non plus. C'est de chercher qu'est-ce que l'on va faire, par exemple, dans la tolérance à l'erreur. C'est de permettre aux entrepreneurs de réfléchir sur des questions dont on n'a pas l'habitude de réfléchir. C'est, par exemple, sur un véhicule, vous avez un véhicule électrique, la perception de la tolérance à l'erreur, ça va être de pouvoir, je dirais, de ne pas tomber en panne. L'usage équitable, ça va être de pouvoir rebrancher sa voiture un petit peu à droite et à gauche. Donc, vous avez des sociétés japonaises, comme par exemple Toto, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le numéro 1 mondial de tout ce qui est sanitaire, et ils emploient plus de 200 experts UD. C'est-à-dire qu'ils travaillent uniquement dans la conception universelle. C'est-à-dire que l'UD va être, je dirais, un standard. C'est d'abord un standard et non pas un produit spécifique. Bien sûr, il y aura toujours besoin d'un produit spécifique pour des personnes qui ont, je dirais, un handicap assez lourd, assez élevé.
Mais quand vous créez un produit, et c'est ça qui est intéressant, quand vous créez un produit, et ce que je fais avec les entreprises en brainstorming, c'est de les amener à réfléchir différemment et simplement. Et ça, c'est, je dirais, je m'aperçois d'une chose, c'est que les gens, ils réfléchissent, ils se compliquent les idées. Il y a un produit qui est simple, et ça, c'est Mercedes qui le dit, hein, il doit être harmonieux et axé sur la fonctionnalité et l'ergonomie. Donc ça, c'est l'objectif. Je reviens tout à l'heure sur la tolérance à l'erreur. J'ai travaillé avec une entreprise française, qui est d'ailleurs ici, sur une porte, et qui, leur produit était extraordinaire. Déjà dès le départ, ils avaient fait de l'UD sans pratiquement le savoir. Il y avait juste un petit problème qui permettait de passer vraiment, je dirais, UD. C'est-à-dire qu'il y avait un seuil. Et le seuil, même si c'est la loi en France, un seuil de 20 mm, c'est en tolérance de l'erreur, c'est raté. Donc ça, il faut aller plus loin. Alors il y a beaucoup de personnes qui vous diront « Ah oui, mais il y a, je dirais, les problèmes d'eau, il y a les problèmes d'air, etc. » Mais quand on regarde les produits qui existent sur le marché en Allemagne ou en Norvège, etc., il n'y a plus de seuil. Donc ça, c'est, je dirais, la tolérance à l'erreur, plus de seuil. Ce que moi je dessine en architecture, il n'y a plus de seuil. Donc on s'arrange techniquement, on retourne sur la planche à dessin, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait, pour ne pas la citer, la société de Cailleux, à la reprise, à la repensée au système, et aujourd'hui, c'est une porte entièrement UD. Par exemple, chez Apple, qui travaille selon les principes UD, il y a Louis Pérez qui a dit que les caractéristiques, par exemple, de l'UD, de l'iPad, de l'iPhone et de l'iPod, de l'iPod Touch, démontrent un large éventail de personnes qui peuvent en bénéficier. Donc vous voyez, au niveau des principes, ils y ont réfléchi totalement façon UD. Je reviens sur ma porte, là. Donc cette porte, si vous voulez, et c'est ça qui m'amuse souvent, c'est que dans les entreprises, elles présentent leurs produits, ça c'est un produit handicap. D'accord. C'est ce que j'avais fait remarquer d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que cette porte, je veux dire, s'intéresse à des personnes handicapées? Rien. Elle a été pensée dès le départ. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à tout ce que l'on pouvait mettre dans l'usage équitable, dans la souplesse d'emploi, dans la perception de l'information. Mais je rappelle une chose, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est une façon de réfléchir, et c'est ce que je m'apporte à faire avec les entreprises, c'est de les faire réfléchir différemment à des choses simples. Et ce qui est amusant, ce n'est pas moi qui vais leur dire comment, on trouve la solution. Hein, ce n'est pas de mes compétences. Par contre, l'industriel, lui, c'est son produit, il sait ce qu'il doit faire. Et il trouve la solution, elle vient toute seule. Excusez-moi. Vous avez retenu 1h45. Donc, je reviens. Donc, qu'est-ce qui fait que le produit devient un produit handicap? En fait, le produit, il est tellement pensé dès le départ, je dirais, en étudiant avec l'entrepreneur, que ça devient un produit pour tous. Hein, on s'en aperçoit, je dirais, dans l'automobile, on s'en aperçoit dans le packaging, dans la distribution, dans la logistique, etc. Donc, tous les secteurs sont, je dirais, aptes pour l'UD. Après, il suffit de réfléchir différemment et d'apporter beaucoup de solutions. Il y a une chose que j'aime beaucoup parler souvent, c'est on parle souvent des personnes âgées. Je pense que ceux qui sont dans la construction, dans le design, dans l'architecture, dans la fabrication de produits, créer un produit, on met généralement à peu près entre 3 et 5 ans. Hein, le temps de le créer. Ensuite, je ne parle pas de l'architecture tout de suite. Ensuite, une fois que le produit il est sorti, il faut le mettre sur le marché. Ça va durer peut-être 2, voire jusqu'à, pour un immeuble, 50 ans. Il faut qu'il tienne. Donc, si on fait le calcul, c'est-à-dire qui seront les personnes âgées demain? C'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que l'on veut être aussi indépendant que nos parents, ou est-ce que l'on veut être dépendant? Donc, lorsque l'on fabrique quelque chose, je dirais, il ne faut plus dire c'est pour les personnes âgées. C'est pour nous, parce que c'est nous qui allons en profiter. Donc, c'est d'y penser dès le départ. Et ça, ce que j'aime, c'est cette approche d'universal design qui fait que le produit va devenir un standard.
Et on s'en aperçoit dans l'automobile, dans les produits qui sont créés de manière, je dirais, simple. Et c'est ça le plus important dans l'UD. C'est la simplicité que vous avez. Vous avez une société, par exemple, qui s'appelle Oxo, je ne sais pas si vous connaissez, qui font des ustensiles de cuisine, hein, des saladiers, etc. C'était une toute petite entreprise familiale qui a créé cette entreprise qui faisait des ustensiles de cuisine. Et puis ils se sont dit, tiens, on va aller voir une société de designers qui s'appelle Heidi Ho, aux États-Unis, en Californie. Il y en a aussi, ils sont aussi en Angleterre. Ils sont extraordinaires, des petits jeunes. Et qui, je travaille un petit peu comme eux, enfin j'essaye, c'est de faire réfléchir les gens vraiment par le brainstorming, mais à les amener à réfléchir, je dirais, à oublier tout ce qui est compliqué. C'est-à-dire, c'est souvent les gens, quand vous les voyez en réunion, ils ont peur de dire quelque chose. Ils ont peur par rapport aux voisins, d'être idiots, de dire quelque chose de stupide. Et en fait, mon travail, c'est de dire non, continuez. Donc, par des post-it, etc., on arrive à donner toutes les idées qui viennent. Et toutes ces idées, après, mises les unes derrière les autres, font que les gens, d'un seul coup, ils découvrent quelque chose et ils disent tiens, on n'y avait pas pensé à ça. Et c'est ça qui fait la force de l'UD. C'est de pouvoir réfléchir par l'intermédiaire de quelqu'un qui est derrière, qui va les aider à amener à ce que leur produit, je dirais, soit accessible à tout le monde, sans aucune distinction d'âge, de sexe et de capacité. Et d'ailleurs, on dit qu'un produit qui est UD, il a le contrôle, le confort et la confiance. Peut-être venir. Donc, vous voyez, ça, c'est le but. Et Oxo, en fait, aujourd'hui, c'est une multinationale. Plus de 25, en 10 ans, leur chiffre d'affaires, il y a eu un retour sur investissement de 25%. Énorme. Tout simplement parce qu'ils étaient partis selon les principes UD. Et aujourd'hui, d'après ce que dit Gretchen Holt, c'est qu'à Oxo, nous vivons selon les principes UD. Il y a chez Toyota, Toyota continue à intégrer le concept UD pour apporter de nouvelles valeurs aux véhicules. Vous avez chez Samsung, par exemple, qui dit que la pertinence économique de l'UD est que de nouvelles valeurs soient créées. Chez Hitachi, qui, du point de vue économique, nous prévoyons que l'intérêt de la demande de l'UD va augmenter. Donc vous voyez, toutes ces entreprises, et ça, ce ne sont que quelques exemples. Si vous êtes intéressé, venez me voir. Je vous donnerai l'adresse email, puis je vous enverrai les photos pour voir quels sont les produits qui sont présentés. Et quand on voit ces images, on est tellement surpris parce que c'est des produits de tous les jours. On se dit, tiens, ça c'est UD. Bah oui, c'est UD. Et donc, dans le monde aujourd'hui, et plus particulièrement au Japon, et la personne que l'on peut remercier, c'est Valérie Fletcher, qui, pour moi, je dirais, mon master, mon maître. C'est elle qui, dans les années 2000, a fait la première conférence au Japon. Les Japonais se sont dit, tiens, c'est drôle, notre population est vieillissante, c'est ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, comme je vous le disais, plus de 80-90% de la population, des entreprises, sont UD. Les Allemands ont pris la relève, je dirais, en faisant des compétitions, des concours de très haut niveau, international, sur justement les entreprises qui innovent selon les principes UD. Alors avec une équipe pour conclure, avec une équipe d'industriels qui sont ici présents devant moi, chacun je dirais, représente sa société. Nous avons créé l'association française de l'Universal Design. J'ai gardé le nom Universal Design parce que c'est connu dans le monde entier, pour la plupart. Donc c'est de regrouper les entreprises françaises ou étrangères qui sont en France et qui souhaitent évoluer vers une conception, une création pour l'innovation de leurs futurs produits, comme je le disais, que ce soit dans le packaging, que ce soit dans la construction, que ce soit dans le bâtiment, etc. Évoluer vers les principes UD. Donc cette association, elle a pour but de vous aider, elle a pour but aussi de vous apporter de l'information,
Mais aussi, ça c'est ce que nous espérons le plus, c'est de pouvoir remettre des awards, on va dire, des trophées pour pour les meilleures entreprises françaises qui auront conçu un produit selon les principes UD. Voilà. Je vous remercie et puis je suis vraiment désolé que vous n'ayez pu voir toutes ces images. Merci. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je regrette que tu n'aies pas pu montrer les images. En tout cas, je voudrais souligner... Ouais. Excusez-moi, si vous voulez voir les images, je fais une conférence en mars, au mois de mars, à l'UTC de Compiègne pour les printemps de l'industrie. Donc... Mais je peux venez sur mon site, je vous les enverrai, je vous les montrerai. Ouais. Donc, oui, si vous voulez, vous lui donnez votre adresse mail, il va vous envoyer la présentation. Non, ça c'est bien que tu aies évoqué les cas de OXO, parce qu'effectivement, ils ont commencé dans ces démarches d'Universal Design, qui d'abord a été complètement trompé. Disons qu'on doit ajouter qu'avant que mon ami Alex Lee a pris la démarche de la compagnie, ils ont fait des produits, des outils pour des personnes qui avaient des problèmes de manipulation, etc. Et ils ont vendu le produit en disant que ce sont des produits pour des personnes avec problèmes de manipulation. Et personne ne les achetait. Et alors, ils ont changé leur stratégie. Ils ont, comme il a très bien dit, changé d'agence de design. Ils sont allés chez Ergonomis, chez Smart Design, etc. Et alors, ils ont commencé à faire des produits qui sont également ergonomiques, fonctionnels, etc., mais que leur conception attire les gens. Et alors, quand les gens ont commencé à acheter les produits, parce qu'ils sont fonctionnels, ergonomiques, etc., les personnes âgées, les personnes avec des problèmes ont commencé à les acheter. Donc ça, là, il y a une leçon à apprendre, que c'est que vous jamais devez ouvrir une boutique pour personnes âgées. Parce que une personne âgée, c'est toujours quelqu'un qui a 10 ans en plus que moi. Donc, si j'ai jamais irai acheter rien à une boutique pour personnes âgées, parce que je ne suis pas une personne âgée, et si mon enfant, pour mon anniversaire, il vient avec un cadeau de cette boutique, je me sentirais très foutu, non? Donc, l'aspect marketing est très, très, très important. Comme nous avons du temps, j'aimerais de vous inviter à tous, aux intervenants de la table, en vous posant une question. Une question pour moi cruciale, c'est celle de la concertation. Si j'ai bien compris, ici en France, la concertation consiste à inviter les associations qui représentent les personnes handicapées et lui demander leur opinion, quelquefois leur opinion, disons, sur solutions techniques, etc. Autrement, quelquefois, on demande aux personnes handicapées de participer eux-mêmes dans des processus de concertation et seulement, quelquefois, on arrive à des processus de co-design avec les citoyens sans faire distinction de qui est un porteur de handicap, qui est valide
c'est une expression que ça m'étonne encore parce que je crois que tous sont valides. Donc, faire une distinction entre handicapés et valides, c'est un peu fou. À l'ancienne manière, les compagnies maîtrisaient les besoins des usagers et les compagnies décidaient quoi ils doivent vendre et à qui. Non? Aujourd'hui, je dirais que l'approche est plus une approche de demander, rechercher qu'est-ce que les usagers ont besoin, qu'est-ce qu'ils décident, et alors aller à faire le design, à faire la conception avec ces usagers pour arriver donc à des produits et services qui vraiment peuvent donc aider à résoudre leurs besoins. Je voudrais avoir votre opinion sur ça, mais aussi l'opinion de la salle si vous voulez y contribuer. Oui, Pierre Fray, je suis le responsable de la formation des diagnostiqueurs d'une association nationale. Je ne vous suis pas tout à fait dans l'image un petit peu déformée que vous donnez de la concertation, parce qu'il y a quand même toute une série d'éléments qui sont importants en fonction du sujet à traiter, d'une manière très technique, pour des problèmes de responsabilité. Imaginez un abribus sur un arrêt de transport en commun. Il y a à la fois le département, la région, la commune pour le trottoir, la compagnie de transport pour l'abribus, peut-être le réseau électricité de France pour déplacer le candélabre qui est toujours en plein milieu du trottoir. Donc, au fait, vous avez un groupe de travail technique qui est obligatoire, sur lequel se rajoute effectivement le syndicat des usagers, éventuellement l'une ou l'autre association d'handicap. Donc, l'obligation de cette loi d'avoir une concertation découle également d'un raisonnement technique, quoi, hein. D'accord. C'est pas forcément parce que les gens aiment se rencontrer. Par contre, je voudrais revenir sur la notion de conception universelle qui a été développée. On hérite quand même d'une loi qui a un problème de sémantique, puisque toute la loi de 2005 ne parle que d'utilisation pour le monde handicapé, de personnes à mobilité réduite, et nulle part on dit, à partir de maintenant, l'escalier, on le construit suivant telle caractéristique, et c'est un escalier pour tous, point à la ligne. C'est vrai pour la cage d'ascenseur, par exemple. On installe des ascenseurs pour handicapés. À quoi ça correspond, cette expression? C'est des ascenseurs pour tous. Et là, c'est effectivement la loi qui est fautive, et lorsque nos concepteurs de textes travaillent, ils feraient peut-être attention à ne pas justement utiliser ce genre d'image dès le départ, parce qu'après, effectivement, elle se développe. Et pour pouvoir revenir en arrière, ce que vous faites actuellement, il faut un rétropédalage puissant. En construction, quand on fait de l'UD au niveau, je dirais, construction, dès le départ, il faut travailler dès l'ébauche, ça c'est principal. Le Universal Design, c'est la traduction que les Canadiens ont fait pour conception universelle. Donc, je veux dire, dès qu'on travaille dès l'ébauche, ça c'est primordial. En plus, le résultat, c'est que ça coûte zéro. On part de zéro. Alors que si on parle dans la rénovation, là, on sera à plus de 26-30%. Donc, dès que l'on construit au niveau architecture, lorsqu'il y a des escaliers, ce que l'on fait, c'est que l'on met des escaliers, des escalators et 2 ascenseurs au même endroit. Donc, comme ça, les gens peuvent prendre, je dirais, le passage qui leur convient. Quelqu'un qui vient d'une gare, qui a des valises, forcément, la plupart du temps. Donc il va peut-être prendre l'ascenseur, ou alors il va prendre l'escalator. Les Japonais qui ont créé un escalator avec un système pour mettre la valise à côté, d'ailleurs. Donc vous voyez, tout ça, c'est réfléchi. Plus, là je vais peut-être me faire tirer les oreilles, mais plus on pense handicap, moins c'est accessible. Alors quand je dis ça, ou des fois, il y en a qui ça leur plaît pas. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Dans toutes les études que j'ai pu faire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites ou qui sont mal faites, parce que c'est mal pensé dès le départ. Si vous pensez, je dirais, accessibilité, on a toujours cette image du handicap, et souvent, tant qu'on n'y est pas, on n'a pas bien compris la question.
Donc, et ça, je suis d'accord avec Frances, il faut discuter, mais je veux dire discuter, mais c'est pas la peine d'être nombreux pour discuter. Voilà. Là, il est la parole. Olivier Gualtirotti, Bouygues Immobilier. On voit très bien dans le discours que vous tenez qu'on est en train de glisser d'une vision accessibilité à quelque chose qui serait peut-être une sorte de revisitation de la relation client, donc de la conception, en passant par la production jusqu'à la distribution. Mais ça, quelque part, ça signifie que potentiellement vos acteurs, vos interlocuteurs dans les entreprises en face ne vont plus être les mêmes que ceux que vous aviez quand vous étiez en face pour parler de l'accessibilité. Et je me dis comment aujourd'hui vous opérez cette mutation-là, parce que quand on écoute Pascal, on voit très bien qu'on touche à la stratégie de l'entreprise, aux valeurs de marque, à la communication, au marketing. Et de fait, là, on touche le top management. Et comment vous arrivez aujourd'hui à faire cette mutation-là, donc pour aller adresser vos messages à ces acteurs-là? Et aussi, ne craignez-vous pas, parce que là, vous êtes sur des territoires qui touchent aussi à l'organisation de l'entreprise, d'avoir à côté de vous soit des Capgemini, des Accenture ou des Ernst & Young qui vont se positionner là-dessus de manière beaucoup plus globale et qui apparaissent comme étant plus légitimes sur des aspects organisationnels, de stratégie de marque et ces aspects-là. Je peux répondre ? Effectivement, en France, c'est extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs c'est très difficile, mais lorsque les entreprises comprennent que, je dirais, si on prend que le handicap, les gens s'imaginent beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier, ce sont les statistiques de l'INSEE, 41% de la population en France a un besoin spécifique. Donc dans ces 41%, ça représente plus de 25 millions de personnes, c'est un marché. Mais c'est pas seul, et je ne mets pas les personnes âgées dedans. Je dirais il y a à peu près 8 millions de personnes qui ont un problème mécanique. Il y a à peu près 3 millions de personnes qui ont un problème de vision. 3,5 millions qui ont un problème auditif. Ensuite, vous avez les problèmes cognitifs, qui sont à peu près 3-4 millions, etc., etc. Donc, tout ça, évidemment, c'est pas facile à comprendre. Parce qu'en plus, chaque handicap a sa pathologie qui est particulière. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Je me dis, quand vous prenez le train, vous avez votre valise. Quand vous avez un enfant, vous avez un cosy, vous avez un landau, vous avez beaucoup de choses. Hein. Lorsque vous vous déplacez, c'est dans le déplacement en général. Et il ne faut pas voir, je dirais, le handicap ou la personne âgée. Non, il faut se voir soi-même, comment on fonctionne et comment on veut fonctionner simplement et efficacement sans rencontrer aucune difficulté. Par exemple, je vois beaucoup de personnes ont des lunettes. Enlevez vos lunettes. C'est une prothèse, une lunette. Sauf qu'aujourd'hui, elle est devenue belle. C'est devenu un objet de luxe, c'est devenu un objet de mode. On peut changer, etc. Donc c'est un aspect, je dirais, c'est la même chose pour le reste. C'est un objet, la lunette, qui est devenu un objet de la vie courante, qui nous permet de voir correctement, qui, il y a quelques années, on n'aimait pas mettre ses lunettes. Donc aujourd'hui, vous voyez, tous les produits sont comme cela. Que ce soit l'automobile, que ce soit le packaging pour pouvoir l'ouvrir. Et il y a beaucoup de produits. Et croyez-moi, dans le UD, le packaging, c'est énorme. On peut en faire des choses. Non, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est juste la question, c'est comment aujourd'hui, vous qui êtes acteur, qui avez été identifié auparavant comme acteur de l'accessibilité, arrivez à porter ce discours-là auprès d'autres interlocuteurs dans l'entreprise, parce que ce discours-là, il faut aller le porter au top management et pas nécessairement aux responsables accessibilité de l'entreprise. Nous sommes obligés. Et c'est ce chemin-là que moi je vois, qui est en train d'être fait depuis 2 jours au salon et qui me semble essentiel, et j'adhère, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les managers d'entreprise vous voient comme des gens du handicap
et pas comme des gens de la conception universelle ou de la relation client nouvelle génération. C'est juste ça. Je vais répondre à ça, vous avez tout à fait raison. Bon, alors c'est évident, quand ils me voient arriver, on sait de quoi déjà on va parler. Mais en fait, non, moi j'y parle pratiquement pas. Je suis avec un chien guide, hein, moi aussi, c'est pour ça que je connais bien le problème. C'est Valérie Fletcher qui m'a appris ça. Si vous ne touchez pas le top management, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est à partir de là qu'il faut faire les choses. Si c'est en dessous, c'est très difficile. Et donc la tâche en France, ma tâche, c'est d'attraper, je dirais, les directions générales. D'accord. Alors après, comment on fait ? Juste pour répondre, parce que effectivement, ça c'est le quotidien. Dans le public, on va arriver par les services du bâtiment, services techniques, donc sous un angle très réglementaire, un peu de sécurité, mais à la base, c'est comment je me mets vite en conformité. Dans le privé, c'est services bâtiment, maintenance, et c'est pareil, on est sur un angle extrêmement technique. Le frein principal que nous, on constate aujourd'hui, c'est de la peur. Et là, il y a effectivement une bascule qui peut ou pas s'opérer. C'est-à-dire que les interlocuteurs, on arrive sous l'angle technique. On va leur expliquer que l'accessibilité, finalement, c'est de l'expérience de l'usager. Dans le privé, ça semble presque évident qu'en réalité, si on améliore l'accessibilité au sens très large du terme, on améliore l'expérience client et donc on touche directement la finalité de l'entreprise commerciale qui est de vendre. Bon. Le lien, il semble évident comme ça. Dans le public, c'est la question des élus. En réalité, est-ce qu'on reste au niveau du service technique bâtiment ou est-ce que les élus s'emparent de cette question-là et en font quelque chose de valorisant pour leur action, parce que voilà, c'est la question, mais d'utile pour tous et d'une plus-value sociale. Donc, nous, ce dont on a l'impression, et là c'est du ressenti, c'est qu'il y a encore de la peur à ce que ça se retourne comme un coup de boomerang. Donc, ah oui, mais c'est intéressant, donc je vais commencer à communiquer dessus, ça va me revenir dans la tête. Par contre, je pense qu'à partir du moment où il y aura des exemples valorisants, et notamment ce qui est en train de faire Chrysalide, à partir du moment où il y a des expériences réussies sur ces thèmes-là, il y a les Galeries Lafayette sont en train de faire des choses assez importantes en la matière, à partir du moment où il y aura des expériences, à partir du moment où peut-être on arrivera aussi à expliquer que finalement, oui, ça a eu un impact direct sur mon chiffre d'affaires. J'ai formé mes guichetiers en banque à la langue des signes, et j'ai plus de 25% de nouveaux clients. Bon, on en est là. Donc, comment on fait aujourd'hui ? C'est nous, à notre niveau, c'est d'expliquer l'intérêt au-delà de la mise en conformité. Et puis après, ça passe ou ça passe pas. Et parfois, ça passe. C'est rare. Alors, oui, moi aussi, donc je souhaitais répondre à la question. Nous, on pense, et on est tout à fait en phase avec les intervenants ici, que cette question, elle va de toute façon évoluer. Aujourd'hui, on est clairement, on va dire, à une période un petit peu charnière. On termine les diagnostics, on commence à rentrer dans les questions de travaux. C'est effectivement, on va dire, l'expérience qui va être acquise, qui va faire qu'à un moment donné, on va changer de dimension. Et que cette dimension, alors pour parler après de concurrence et d'autres acteurs, c'est qu'aujourd'hui, le chemin qui est parcouru par toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'accessibilité ou du conseil, elle est qu'elles ont acquis, je pense, une vraie expérience, justement, avec un modèle un peu différent. On parlait de concertation tout à l'heure, hein, je rebondis aussi sur les choses, hein, c'est pas uniquement une question de récupération de données, mais le modèle autour de la concertation qui a été mis en place au sein des collectivités ou des entreprises ou sur les projets, et c'est ça qui fera la différence avec des entreprises ou d'autres sociétés qui auront une vision peut-être un peu plus, je dirais, très très stratégique, mais en oubliant un des facteurs fondamentaux qui est effectivement l'usager et son expérience utilisateur. Donc c'est là où je pense que la différence, ça se fera, et que du coup des entreprises comme les nôtres ou les acteurs du monde du handicap pourront générer plus tard effectivement de vraies valeurs ajoutées pour les collectivités ou les entreprises. Ouais. En fait, il y a pas mal de compagnies au niveau mondial qui pratiquent la conception universelle, même sans le savoir. Donc, il y a presque tous les grands magasins, les grandes surfaces d'achat, qui en général sont plus accessibles du point de vue physique que des autres espaces. Il manque de beaucoup de choses.
Vous avez l'exemple de Ikea. Non, j'ai dit, oui. Ce que j'ai dit, c'est que ce sont des espaces normalement plus accessibles que les autres, sans avoir tout bien réglé. D'autre côté, vous avez des compagnies comme Ikea qui vous permettent d'avoir les enfants dans l'espace de jeu en tant que vous achetez vos affaires. Et vous avez l'option de, en payant un peu plus, il vient vous monter le meuble à la maison, sinon vous les prenez pour avoir une réduction de prix, etc. Il y a, bon, si vous voulez, l'exemple, même que Mme Proscoletta n'aime pas beaucoup, l'exemple Nespresso, non, qui a changé complètement la manière de préparer un café pour beaucoup de monde qui avant ne pouvaient pas préparer un café. Aujourd'hui, ils le préparent avec plaisir. Et également, par exemple, tous les exemples de différents produits et compagnies japonaises que Jean-Yves a évoqué, où dernièrement, il s'occupe d'une chose très intéressante, qui c'est de développer produits qui, en situation quotidienne, ont un type d'usage, mais qui, en situation d'émergence, d'urgence, d'urgence, peuvent être utilisés d'une manière complètement différente. La question là, et c'est curieux que le monsieur évoquait Accenture. Précisément, Accenture vient de signer un accord de collaboration avec la Design for All Foundation, précisément pour donc essayer d'élargir ces concepts basés sur la diversité humaine. Donc les changements là viennent de dire, bon, il ne s'agit pas plus de les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants, etc., mais de reconnaître que nous, tous les humains, nous sommes différents, nous avons des différentes approches et qu'on peut profiter de cette approche d'une manière fortement positive. Maintenant qu'ici en France, il y a les grands débats de le mariage des personnes homosexuelles, je peux vous parler d'un livre que j'ai fait avec un ami. On recule des cases de la conception universelle et on parle d'une chaîne hôtelière née à Barcelone. Aujourd'hui, ils sont dans 6 ou 7 pays. Ils se définissent comme heterosexually friendly. Ça veut dire que c'est une chaîne hôtelière que même qu'il s'adresse beaucoup sur le secteur homosexuel. Il ne regrette pas qu'il y a des personnes hétérosexuelles qui vont là. Non? Avec cette approche, ils ont fait un bon marché, ils avaient une orientation. Les couples homosexuels peut-être sont un peu plus riches en average que les couples hétérosexuels, etc., etc. Mais ils ont découvert qu'il y avait un marché occulte qui les porte une grande partie des revenus. Vous savez lesquels? Les femmes d'affaires. Les femmes d'affaires qui veulent voyager, être pas disturbées par des hommes qui les invitent un verre, etc., etc., vont dans les chaînes d'hôtels Axel et elles n'ont pas de problème d'être nuées tout le temps. Donc, une autre fois, c'est un exemple de que, disons, l'approche diversité humaine, l'approche de laisser chacun s'exprimer et jouir donc de l'espace, de le service, etc., d'une manière adaptée à chacun. Donc, c'est la vision pour surpasser cette notion de handicap, non? Parce que, laisse-moi être un peu critique, non? J'ai pu accepter d'aller sur un hôtel labellisé tourisme handicap avec les différents cadres, etc. Mais en principe, je préfère n'y aller pas. Je préfère que l'hôtel m'explique si les portes sont larges, si le lit à l'hauteur correcte, s'il y a une douche ou il y a une baignoire, etc. Et je vais décider si ça me convient ou pas. Parce qu'en fait,
Donc, j'aime pas d'être labellisé comme personne. Et comme quelquefois dans une conférence, quelques personnes m'ont dit « Oui, mais vous parlez de nous et vous n'êtes pas handicapé, etc. » Et j'ai dit « Mais écoutez, je ne vais pas vous expliquer si je suis légalement handicapé ou non dans mon pays, parce que ça, c'est un aspect aussi légal. Mais à part de ça, il y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas visibles. Donc, c'est à moi de dire ou pas si je suis handicapé. Et en tout cas, donc ça, c'est mon affaire et mon affaire avec mes fournisseurs. Non, mais ce n'est pas une affaire publique. Donc, c'est des fournisseurs de fournir des produits et services qui sont pour la diversité humaine. Et en tout cas, donc, chacun de décider si ça les convient ou pas. S'il vous plaît. Oui, malheureusement, le monsieur est parti tout à l'heure, mais je voudrais répondre un petit peu à sa question. Je vais faire sourire une personne qui m'a dit on va vous présenter notre directeur général, enfin pratiquement le grand patron. Vous avez 5 minutes pour le convaincre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la présentation que normalement vous deviez voir. Donc, c'est-à-dire c'est tous ceux, je le répète, qui ont gagné le Universal Design Award, c'est-à-dire toutes les entreprises. Vous avez Mitsubishi, vous avez Bosch, Siemens, Bombardier, etc. Différents produits, ça va du packaging jusqu'à la brosse à dents, en passant par les tapis. Mais donc le fait de montrer ça en moins de 5 minutes, déjà de voir son concurrent ou de voir, je dirais, une autre entreprise qui fait « Ah, dis donc, ils sont UD, eux ». Le chef d'entreprise, là, il réagit déjà de manière différente. Il se met à réfléchir en se disant c'est peut-être une bonne idée. Voilà. Oui, bonjour. Franck Delétoile, association, CRIC Association, région Midi-Pyrénées, région Aquitaine. Vous parlez un peu plus haut. Oui. Ah ouais. Donc, bonjour, Franck Delétoile, CRIC Association. Nous sommes sur la région Midi-Pyrénées et Aquitaine. C'était pour revenir sur la thématique abordée par le monsieur concernant la visibilité sur les groupes industriels. Nous voyons l'accessibilité de manière universelle comme vous, mais aussi de manière inclusive. Et donc nous avons créé des dispositifs assez innovants, puisque nous sommes un centre de formation et nous proposons, je crois, la première formation de techniciens et auditeurs en accessibilité, une formation donc destinée aux personnes en situation de handicap, qui sont donc ressources concernant les diagnostics. Nous sommes aussi une entreprise adaptée qui pouvons réaliser les travaux suite aux préconisations issues de ces diagnostics. Donc nous essayons de nous inscrire dans de l'innovation, mais nous avons la même problématique, comment nous faire connaître. Donc peut-être par votre intermédiaire, je ne sais pas. Oui, si vous voulez, pas de problème. Concernant l'intérêt que peuvent avoir les collectivités locales pour le Design for All, il me semble que ça commence à devenir une question qui, petit à petit, interroge un certain nombre d'élus et aussi d'administrations, ne serait-ce que parce que, évidemment, la vocation d'un service public, c'est de s'adresser au plus grand nombre et que lorsque l'on crée un service et que ce service n'est pas accessible pour différentes raisons, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher à la collectivité et donc par ce biais-là, un certain nombre de collectivités commencent réellement à se poser les questions. Je voulais vous poser une question par rapport au travail que vous avez fait avec un centre commercial. On sait très bien que se croisent là des publics extrêmement différents et j'entends très bien, je le conçois très très bien que ce que vous avez travaillé correspond au plus grand nombre. Je suppose quand même qu'il y a des conflits d'intérêts. Je pense par exemple à tout ce qui va concerner le bruit et la vitesse, notamment lorsque se mélangent des publics de jeunes et des publics de moins jeunes, tout simplement. Et je voulais savoir comment vous traitez ces questions de conflit d'intérêts. Troisième point, peut-être une remarque. Je pense que quelqu'un a posé la question de la concurrence avec des grands groupes comme Ernst & Young, etc., sur la consultation.
Le problème avec ces grandes boîtes de consultation, c'est qu'en fait, ils vous amènent très souvent des solutions complètement standardisées. Et comme ils ont un carnet de commandes qu'ils essayent d'avoir de le surbooker le plus possible, une fois qu'ils ont abordé les questions de façon très standardisée, souvent ils repartent ailleurs. Donc vous avez certainement un créneau intéressant à prendre par rapport à cette concurrence. Je peux rajouter une petite chose. Lorsqu'on m'amène à travailler sur l'accessibilité, ce que je fais rarement maintenant, on me dit toujours de toute manière, on attendra 2015. Alors, au sujet du centre commercial pour CGC Clépierre, quand vous me dites conflit d'intérêt, c'est conflit d'usage, c'est entre les différents flux des différentes personnes. D'accord. On n'est pas sur le volet financier ou mercantile, c'est ce que je voulais bien mettre en œuvre. Non, Frances faisait une remarque tout à l'heure très intéressante en disant, certes, un supermarché n'est pas forcément entièrement accessible, mais il faut savoir que justement au niveau des conflits d'usage, sur des sites comme ceux-là, c'est que on a la chance, effectivement, que le caddie passant partout va générer déjà une accessibilité d'emblée de plein pied. Donc ça, c'est le premier élément. Après, sur les publics qui se croisent dans un centre commercial, et là, pour le coup, tout le monde et tous les publics viennent faire leurs courses. C'est la multiplicité d'ailleurs des commerces agrégés entre eux, entre l'alimentaire, tout ce qui va concerner les vêtements, les loisirs, la culture, etc., qui va faire d'ailleurs la richesse de ce centre commercial. Eh bien, je dirais que justement l'espace est déjà proprement conçu en l'état pour pouvoir être suffisamment large, avoir des allées très importantes, une visibilité de chaque boutique. Donc l'acoustique est aussi traitée, puisqu'il y a des annonces, pas comme ici, où on est obligé de s'interrompre. Voilà, il y a une ambiance musicale aussi qui est mise en place. Enfin bref, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est déjà dans un terrain, bizarrement, de facto assez favorable. Voilà. Et donc après c'est vraiment comment faire pour essayer que les plans reliefs qui ont été mis en place, interactifs et reliefs qui sont mis en place, en gros on n'a pas dupliqué ce que nous on appelle dans notre jargon de nouveaux directories, c'est-à-dire de nouveaux panneaux directionnels à l'intérieur du centre commercial, mais c'est bien les bornes interactives accessibles, donc vocalement, de manière tactile, sonore et visuelle, qui vont servir à tous pour ça. Et donc là, vous voyez, on réduit considérablement le champ des possibilités. Et puis, pour rebondir effectivement sur ce que vous disiez, sur les grands, on va dire, consultants et leaders mondiaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils n'ont pas cette pratique, les connaissances de l'usage qui font qu'aujourd'hui, on est clairement expert et en apportant vraiment des réponses par rapport à l'usage et l'usager. Donc ça, de toute façon, on ne se fait pas non plus trop de soucis. Marc Guillemin, Ion Accessibilité pour tous. Bien sûr, j'adhère totalement à cette idée de la conception universelle. Et c'est une finalité vers laquelle il faut aller. Je considère qu'une bonne accessibilité, bien sûr, c'est celle qu'on ne voit pas. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, étant beaucoup sur le terrain, en revisitant avec les techniciens de la voirie et du bâtiment, on s'aperçoit que l'accessibilité qui est mise en place, en tout cas dans mon département, n'est pas du tout accessible. On a des mises aux normes qui ne sont même pas aux normes, sur du neuf. C'est là que c'est grave. On voit qu'il y a un manque de maîtrise technique de la part aussi bien des gens des travaux publics que des techniciens des services voirie et bâtiments. Et donc, je pense que ça va falloir faire un sacré travail de formation, ces techniciens, pour qu'ils comprennent les difficultés, les difficultés techniques de chaque type de handicap. Parce qu'avant tout, bien sûr, ascenseur pour handicapés, ouais, bien sûr, mais il y a quand même des contraintes techniques de hauteur, etc. Je vous apprends rien. Mais apparemment, elles sont mal maîtrisées, voire encore inconnues, quoi. On est dans le flou total lorsqu'on réalise, quoi.
et pouvoir faire l'accessibilité universelle, faut que l'ensemble des problématiques, des différents types de handicap soient bien identifiés et être capable de le réaliser. Et c'est après, c'est ma vision aujourd'hui des choses, depuis que je m'occupe d'accessibilité depuis 2 ans, bien que ça fasse 42 ans que je suis en fauteuil. Et donc j'ai eu une totale autre vision lorsque notre groupe Ion Accessibilité pour tous, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un collectif d'associations ou d'adhérents porteurs de différents handicaps, des gens en fauteuil électrique, des handicaps visuels, des handicaps mentaux. Et là, j'apprends vraiment le vivre ensemble et identifier les problématiques des autres types d'handicaps. Donc, et on travaille fort dans ce sens-là. Par contre, les techniciens qui n'ont pas beaucoup de temps d'écoute ou, gros problème, n'ont pas de formation du tout professionnelle sur le sujet, de ce fait, ne peuvent pas intégrer ces problématiques-là dans une conception universelle. C'est le petit bémol que je voulais mettre par rapport à l'ascenseur. Dommage, il est parti. Je vous apprends rien, mais je voulais rappeler ça, que sur le terrain, quand on vérifie ce qui se fait en matière d'accessibilité, ça m'affole un peu parce que c'est pas fonctionnel, voire dangereux. On est encore dans des ressauts, de traversées de trottoirs à plus de 2 cm, avec des dévers phénoménales. Encore, c'est même pas intégré. Sur les trottoirs, des dévers à 5%. Ceux qui ont un fauteuil électrique ou un fauteuil manuel, ils connaissent la pénibilité, voire la dangerosité que ça peut créer pour un peu que le sol soit mouillé. Vous voyez, on est sur du basique qui est même pas intégré. Pour moi, la loi, ça fait 38 ans qu'elle existe. C'est pas 2005. Alors, c'est vrai qu'on commence à se mettre un peu au travail, là. Il reste 2 ans. Alors, on se dit, merde, il reste 2 ans, dépêchons. Mais si on passe pas par une formation plus pointue et donc compréhension que ces problématiques-là, on va pas avancer, quoi. On va être loin de la conception universelle. C'est ce que je voulais rajouter personnellement. Ce que je voudrais rappeler, c'est que la conception universelle, l'Universal Design, a été votée par la communauté européenne pour être enseignée dans les écoles d'architecture et de toutes les écoles de construction. Moi, je rajouterais qu'il faudrait aussi les mettre dans les écoles de management. Et puis aussi, un petit rappel, c'est qu'au Japon, on enseigne l'UD aux enfants, dès le départ. Donc imaginez ce que ça va être quand ils seront sur le marché. Pour petite rectification au niveau de l'accessibilité, au niveau de la voirie, des choses comme ça, je dirais c'est dommage qu'il y en a qui ratent, je veux dire, l'accessibilité, parce que vous avez en France de très très bonnes entreprises qui ont de très très bons produits qui, croyez-moi, si on travaillait ensemble, ce serait entièrement accessible et il n'y aurait plus de ressaut du tout. Oui, il faudra nous les signaler. Là, j'ai rencontré des jeunes là, diplômés d'école d'urbanisme qui venaient en visite sur ce salon. Et j'aurais posé la question, loi 2005, vous êtes au courant, c'est quoi? Non. L'accessibilité, c'était pris en compte dans votre formation? Non. Attendez, des jeunes diplômés, là, tout frais diplômés, là. Il y en avait 3 qui sortaient. Ouais. Alors, j'espère que ce n'est pas spécifique à cette école, mais moi, ça m'inquiète. Ouais. Des urbanistes. Ça, vous voyez, on en est là, il y a quand même un problème. Ça, c'est très curieux parce qu'effectivement, toute l'Europe occidentale, au niveau espace public, c'est complètement accessible pour les voitures. Donc, curieusement, disons, apprendre à faire les rues et les routes au moins de 6% pour les voitures, les largeurs suffisants pour les voitures, les parkings suffisants pour les parkings, etc. On n'a jamais manqué de l'aide d'une loi et des études pour le faire, non? Mais que de faire les cités, les endroits publics de la ville accessibles aux gens, ça coûte beaucoup, non? Donc, disons qu'effectivement, il y a encore un problème des conceptions, des processus de conception dans lesquels, en général, les architectes, aussi quelques urbanistes,
font leur projet et après de faire le projet, ils ajoutent les solutions d'accessibilité. Ça, c'est toujours la pire manière de faire les choses. Non? Disons, le processus de connaître quels sont les enjeux d'un projet, non? Parce qu'il ne s'agit pas de faire un trottoir de 40 cm. Il s'agit de faire un trottoir approprié à l'usage que ce trottoir aura. Donc, s'il y a je ne sais pas comment ça s'appelle en français, des écrans de glace pour voir ce qu'exposent les magasins, non? On doit avoir une certaine largeur pour les piétons qui sont arrêtés devant ces, comment on dit? Ces vitrines, oui, voilà. Ces vitrines et d'espace pour les autres à passer, non? Et si ce sont des personnes qui sont en train de parler, ne pas les obliger à se mettre en file, non? Et si nous sommes dans une ville où il pleut de temps en temps, comme à Paris, non? D'avoir l'espace pour les parapluies, non? Et prohibir peut-être d'utiliser les parapluies et les portables en même temps, non? Parce qu'il y aura un grave accident, non? Donc, bon, on doit prévoir ce type de choses. Donc, les enjeux du projet doivent être à l'inice. Et effectivement, pour vous, que vous l'avez dit, j'ai me trouvé dans pas mal d'universités des élèves qui me disaient non, mais si je propose dans mon projet final carrière, donc je propose une solution accessible, les professeurs ne l'acceptent pas. Bon, parce qu'il y a encore d'anciens professeurs qui, heureusement, ils vont nager aussi. Et quand il devient plus âgé, il devient aussi plus conscient de la besoin de l'accessibilité. Ça, c'est ouais. Oui, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voudrais juste vous livrer une anecdote toute récente, puisque c'était ce matin. Je suis venu avec le T2, donc le tramway. Très exceptionnellement, comme il était à proximité et sur le point de partir, j'ai eu l'idée de prendre l'ascenseur. Ce que d'habitude je ne fais pas, j'emprunte les escalators, voire les escaliers, même si c'est un effort pour moi. Quand je suis rentré dans cet ascenseur, mal m'en a pris. Il est en bout de quai et c'était une infection olfactive. Alors, j'aurais pu sortir illico, sauf que j'étais dedans, et je dirais que d'une certaine façon, j'ai été solidaire avec la personne en fauteuil qui était avec moi, parce qu'elle n'avait pas d'autre solution que de prendre cet ascenseur. Et l'intérêt de l'UD, c'est que si cet ascenseur, il n'avait pas été pensé en bout de quai, gris, sale, d'ailleurs pas très accueillant, à certaines heures, je ne monterais pas seul dans cet ascenseur, j'aurais peur d'y être attendu. S'il était au cœur des flux de circulation, au milieu de tout le monde et utilisé par tout le monde, forcément, il n'aurait pas été une telle puanteur, parce que si toutes les personnes qu'on appelle valides avaient utilisé cet ascenseur, je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'ils ne s'en tiraient pas aussi mauvais. Et c'est souvent le problème en France, c'est que souvent les itinéraires bis pour personnes handicapées, ils sont dans des zones sales, encombrées, itinéraires en fin de quai, en fin de circuit, et donc peu utilisés et très peu entretenus. Donc voilà. Oui, vous avez la raison. Et une des choses qu'on doit faire toujours, c'est de regarder alentour pour trouver des solutions avant de réinventer la roue. Donc, à Singapour, ils avaient ce problème avec les ascenseurs. Et Singapour, c'est le seul pays du monde que je connais où les ascenseurs présentent un détecteur d'uréa, qui a un cas que l'ascenseur détecte que quelqu'un pisse dedans. Il y a une caméra qui grave la personne. Et ça existe dans tous les ascenseurs de Singapour. C'est de la perception de l'information. Oui. Voilà. Donc, je dirais que... Oui. Non, c'est juste on donne la parole à madame et après une intervention finale. Très court, c'est une curiosité sur Roland Garros. Peut-être vous allez nous rassurer, puisque le nouveau projet pour Roland Garros, il est finalisé. Je veux dire, la FFT est venue vous chercher parce qu'ils se sont rendus compte que sur le nouveau projet, l'accessibilité n'était pas... Enfin,
que la conception universelle n'était pas assez présente, ou est-ce qu'au contraire ils se sont rendus compte en disant pour faire le pas, c'est la transition entre en attendant le nouveau projet et l'ancien, il faut qu'on fasse des choses. Voilà. Alors, tout le travail qui a été fait sur Roland-Garros, et c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on défend cette idée que la conception universelle doit se positionner à un niveau stratégique, c'est que en fait, c'est une réflexion qui est venue sur tout l'enjeu de la responsabilité sociale de l'événement. D'accord ? Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de réflexions sur tout ce qui est RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et donc, ils ont travaillé sur une démarche de développement durable. Donc, comment, à travers l'événement, consommer moins d'eau, moins de papier, gérer une chaîne de fournisseurs éco-certifiés, etc., etc. Et donc, la question de l'accessibilité, à un moment donné, donc, de l'usager, s'est posée aussi dans cette chose globale qu'est la RSE. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant. Donc, c'est pas uniquement une question de timing et de culpabilité, entre guillemets, par rapport à une mise en accessibilité. C'est vraiment une démarche volontaire et globale.